Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, la Chine a répondu au dernier rapport semestriel du gouvernement britannique au Parlement au sujet de Hong Kong. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ron Lé, a déclaré que le gouvernement britannique avait interféré dans les affaires de Hong Kong et avait émis des accusations sans fondement à l'encontre de la Chine. Le porte-parole a ajouté que la Chine était grandement mécontente et fermement opposée au contenu de ce rapport. Il a rappelé qu'Hong Kong était une région administrative spéciale de la Chine, ajoutant que les affaires de Hong Kong étaient des affaires internes chinoises dans lesquelles aucun pays étranger n'avait le droit d'interférer. Ron Lé a ajouté que la soi-disant responsabilité que les Britanniques affirment avoir pour Hong Kong n'existait pas. Il a également demandé à la Grande-Bretagne de mesurer ses actes et paroles et d'arrêter d'interférer dans les affaires hongkongaises. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi déclare que la Chine continuera à travailler en vue d'une solution politique à la crise syrienne. Des propos qu'il a tenus lors d'un entretien exclusif avec CCTV vendredi à Munich, après avoir participé à la réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe de soutien international pour la Syrie. La Chine a participé à l'entier processus de résolution de la question syrienne. L'accent de notre travail est d'établir une médiation pour la paix et de promouvoir les pourparlers de paix en persistant dans la direction générale, visant à une solution politique. La Chine estime que la crise syrienne ne peut être résolue que de façon politique, une position qui a valu la reconnaissance de la communauté internationale, ce qui s'est reflété par l'adoption de la résolution 2254 des Nations Unies. Le représentant de l'Union européenne, Federica Mogherini, a parlé en bons termes du bon plan pour atteindre un cessez-le-feu et faciliter l'aide humanitaire, le qualifiant d'extrêmement positif. Aujourd'hui, je peux commenter le fait qu'il est extrêmement positif qu'après 6 heures de réunion, nous avons atteint un accord ce soir. Tous les membres du groupe d'aide internationale afin de tout d'abord travailler concrètement sur l'aide humanitaire et sa fourniture. La réunion du groupe de travail aujourd'hui à 4 heures de l'après-midi à Genève sera cruciale. L'équipe de l'UE est déjà en chemin pour venir à Genève. L'ancienne première ministre thaïlandaise Yingluck Shinawatra a parlé du paysage politique de son pays 2 ans après que son gouvernement ait été renversé dans un coup d'État militaire. Bien que des dispositions judiciaires la forcent à mesurer ses propos, elle est notamment revenue sur ses batailles juridiques et sur les retards dans la tenue d'élections démocratiques. Elle est plus habituée à faire visiter son pays à des chefs d'État, mais cette fois, ce sont les membres de la presse internationale qui ont accès à son jardin. Voilà presque 2 ans depuis que Yingluck Shinawatra n'est plus première ministre de Thaïlande dans la foulée d'un coup d'État militaire. Depuis, elle s'est montrée très discrète. Émettre des critiques politiques est illégal sous le règne des nouveaux dirigeants militaires de la Thaïlande. Mais la vie de Mme Shinawatra est loin d'être calme. Un plan de subvention du riz implanté par son gouvernement permettait aux agriculteurs de vendre leurs récoltes 50% au-dessus des prix du marché. Cette mesure les a sortis de la pauvreté, mais a laissé des quantités énormes de riz qui n'ont pas été vendues. C'est pour cette raison qu'elle a été bannie de la vie politique dans le pays. Elle fait maintenant face à des poursuites pour négligence et risque une peine de prison de 10 ans. Elle pourrait aussi devoir payer 7 milliards de dollars américains de sa propre poche. Nous savons ce que nous avons fait, alors nous allons tenter de le prouver autant au tribunal qu'à la population. J'espère que les gens vont comprendre. Je ne sais pas combien d'entre eux vont comprendre, mais je vais faire de mon mieux. L'armée a pris le contrôle du pays en 2014, après des mois de manifestations meurtrières qui étaient organisées par les opposants de Mme Shinawatra. Des élections anticipées ont été promises, mais ont été reportées à plusieurs reprises parce que les militaires continuent de répéter que le pays n'est pas suffisamment stable pour un retour à la démocratie. Partout dans le monde, il y a des élections pour amener des gouvernements normaux. Si nous pouvons faire cela rapidement, organiser des élections rapidement, je pense que la croissance économique va reprendre plus vite. Alors c'est ce que je pense. Une nouvelle constitution a été rédigée pour amorcer une réforme politique et enrayer la corruption.
Tandis que les électeurs ruraux qui ont profité des subventions de Mme Shinawatra soutiennent toujours son parti, ses adversaires, qui sont principalement des citoyens des villes, veulent voir un nouveau système électoral. Ils maintiennent que cela diminuerait le pouvoir des partis politiques et permettrait l'intervention d'organismes non élus, y compris l'armée. Vous devez vivre avec cette constitution et vous assurer qu'elle cadre avec la Thaïlande. Il faut que ce soit acceptable, parce que je pense que la constitution doit être centrée sur le peuple. Mme Shinawatra croit que les demandes pour qu'elle rembourse personnellement les pertes liées au programme de subvention du riz ne sont pas raisonnables. Elle rappelle que c'était une mesure gouvernementale et n'a pas sa responsabilité personnelle. Plusieurs croient qu'elle va s'enfuir de Thaïlande un jour plutôt que de risquer de se retrouver en prison. Mais pour le moment, elle insiste. Elle restera et va se battre. Une interview comme celle-ci pourrait bien être le premier pas dans cette longue bataille. Nouvelle déroute d'une bourse asiatique vendredi après une chute de près de 5% à Tokyo pour ce qui fut l'une des semaines les plus pénibles chez les investisseurs internationaux. Le principal indice nippon a lourdement chuté au milieu d'un yen fort et de participation bancaire soumise à diverses pressions. Pour les analystes, la situation pourrait d'abord s'aggraver avant de s'améliorer. Pour la première fois en près d'un an et demi, le Nikkei est passé sous la barre des 15 000 points, fermant vendredi en baisse de 4,8%. Les échanges ont repris vendredi après une journée de suspension, mais un yen japonais toujours fort a attiré les exportateurs car la devise robuste renforce la rentabilité. Le yen n'a pas fait de pause, demeurant à des niveaux élevés de 114 et 115 mercredi et pointant à plus de 110. Il s'agit là de niveaux jamais vus en un an et demi. Toyota a perdu 6,5%, Sony 4,5%, Shiseido 4,9%, créant quelques difficultés dans une large variété d'exportateurs. Et les malheurs des exportateurs ont mené à des ventes de participation bancaires alors que le marché estime que la Banque centrale va poursuivre avec des taux d'intérêt négatifs pour renforcer l'économie et par la suite presser les poches des prêteurs japonais. Tokyo a tenté de calmer le marché déclarant que les investisseurs plaçaient trop d'attention sur le marché boursier et non pas sur les fondamentaux de l'économie. Dans le monde entier et en vue de réduire le risque, il est en effet possible de voir un changement dans les marchés de notre pays. Mais en regardant l'économie actuelle, les gains des entreprises font partie des meilleurs jamais obtenus et l'économie japonaise est stable. Mais l'intervention verbale n'est pas parvenue à influencer les investisseurs. Le Nikkei a terminé la semaine en baisse de 10%, la plus importante baisse hebdomadaire depuis la crise financière de 2008. Ce sentiment morose semble dominer les échanges mondiaux après que la directrice de la Réserve fédérale américaine Janet Yellen a émis des doutes sur l'économie américaine. Certains analystes déclarent que cette tendance à la vente pourrait être temporaire, tandis que d'autres ne voient pas de solution à court terme à l'heure actuelle. Pour l'ensemble des bourses japonaises, beaucoup indiquent que des taux d'intérêt élevés donneront une impulsion au dollar et un yen plus faible permettra de pousser les exportations japonaises. Désormais, nous sommes dans une situation où l'inaction de la Réserve fédérale sème le doute sur la reprise économique américaine, ce qui a favorisé un yen fort. Tokyo s'est engagé à surveiller étroitement le marché des devises et à prendre toutes les mesures nécessaires pour gérer la situation. Les leaders du secteur pétrolier se sont réunis à Londres à l'occasion de la Semaine internationale du pétrole. En tête de l'agenda figurent les surplus et la chute des prix. Les leaders mondiaux du secteur pétrolier se sont réunis dans la capitale britannique afin de discuter de la passe difficile que connaît ce secteur actuellement. Les jours glorieux de l'or noir semblent très loin derrière. Je pense que le vrai défi que nous avons à faire face en ce moment est que les prix du pétrole sont descendus au niveau où ils étaient en 2004, mais que les coûts d'exploitation ne sont pas revenus à leur niveau d'avant. Cela rend les investissements d'aujourd'hui très difficiles. Il est compliqué d'être rentable dans le climat actuel. Dans une période de prix désastreusement bas, la compagnie française Total s'en est un peu mieux sortie que certains de ses pairs. Mais avec les incertitudes qui frappent le secteur pétrolier et les marchés boursiers, la compagnie fait le dos rond.
Nous parlons des prix d'aujourd'hui, de ce que nous faisons bien et des choses que nous pouvons contrôler. Donc nous pouvons gérer nos coûts, la livraison de nos projets, nos employés et les aspects liés à la sécurité. Ce sont des éléments clés pour nous et nous devons nous concentrer sérieusement sur ceci. Des compagnies telles que Total ressortiront plus fortes d'une période telle que cela. Mais les dangers demeurent pour le secteur si les prix restent trop bas sur une longue durée. Cela risque d'avoir pour conséquence de dissuader les investissements, ce qui pourrait nous amener à une crise du ravitaillement dans le futur. Mais encore une fois, cela est très difficile à prévoir. Ce que nous devons faire, c'est faire le dos rond et nous adapter à la réalité actuelle. Nous étions probablement à un niveau trop élevé il y a quelques années à $100 le baril. Nous devons revenir à plus d'efficacité dans notre secteur, réduire nos coûts et continuer à investir pour le long terme. Ces mesures d'efficacité entraîneront bien évidemment des décisions douloureuses dans le court terme, avec peu de visibilité concernant un changement de situation dans ce qui fut autrefois un secteur hautement profitable. La 22e conférence Windaba en Zoulou annuelle sur l'investissement dans le secteur minier africain s'est achevée jeudi en Afrique du Sud. Malgré la présence de 6000 délégués à l'événement au Cap, la participation était légèrement en retrait cette année, alors que les compagnies minières mondiales se démènent pour s'adapter à la chute massive des prix des matières premières. Malgré la morosité, l'événement est toujours un tremplin clé pour les investissements en Afrique. L'Afrique est le site de certaines des plus grandes réserves minérales du monde. Nombre de ces ressources n'ont toujours pas été exploitées, ce qui fait du continent un site d'exploration attrayant. Nous avons fait une nouvelle découverte dans la partie nord de l'Afrique du Sud qui est très grande. Elle représente 38 millions d'onces et c'est quelque chose que nous avons découvert grâce à des principes scientifiques en partenariat avec la compagnie japonaise d'État JOGMEC. Les compagnies minières investissent lourdement dans les nouvelles technologies et la mécanisation afin de garantir de meilleurs standards de sécurité. Les méthodes minières nouvelles et avancées ont amené à une meilleure production dans certains pays. Le deuxième gisement de diamants le plus important au monde a récemment été découvert dans la mine de Karowe au Botswana. Il y a eu un intérêt énorme et je pense que ce n'est pas seulement à cause de la taille du gisement et de ce qu'il pourrait potentiellement rapporter. Cela a beaucoup à voir avec la signification historique de ce que cela représente, non seulement pour le Botswana, mais aussi pour le secteur du diamant. L'Inde, le pays des BRICS à la croissance la plus rapide, devrait être à la tête du rétablissement des prix des matières premières. C'est aussi le plus grand consommateur mondial d'or. L'Inde se tourne maintenant vers l'Afrique pour satisfaire son appétit insatiable de métaux précieux. Notre industrie de base, nos hommes d'affaires et les investisseurs veulent investir dans le secteur minier des pays africains. Mais investir en Afrique peut être un défi. De mauvaises infrastructures, des coupures de courant, la distribution des terres et le travail non qualifié font de la mine un exercice onéreux. Mais les pays africains pensent que les compagnies minières, outre leur activité, ont un rôle à jouer dans l'élévation des conditions socio-économiques sur place. Nous représentons une grande partie de l'économie malienne. Nous sommes le plus grand investisseur en Côte d'Ivoire et nous sommes le deuxième plus important en RDC. Et notre philosophie est complètement alignée avec la direction et les communautés, avec la société civile. Malgré la baisse du prix des matières premières, les investisseurs sont toujours fervents de la mine et veulent rester investir en Afrique. Nombreux d'entre eux disent être là pour le long terme. Cela pourrait demander une année de plus avant que les prix des matières premières ne remontent, mais elles disent qu'elles seront en bonne position lorsque cela arrivera. Le nombre de victimes du tremblement de terre de samedi dernier dans le sud de Taïwan est passé à 96. Les équipes de secours ont accéléré leur utilisation de machinerie lourde pour retrouver des corps dans les décombres d'un immeuble de 16 étages qui s'est effondré. Malgré une forte pluie, les proches des victimes se sont réunis lors d'une cérémonie bouddhiste pour rendre hommage à ceux qui sont morts dans cette terrible tragédie. Des jeunes et des moins jeunes. Les visages de ceux qui ont péri dans le tremblement de terre de samedi dernier. Sur les tables, des offrandes pour les êtres chers qui sont disparus. Seulement 2 personnes ont survécu dans l'effondrement du complexe immobilier Golden Dragon. Ils devaient dormir profondément lorsque le séisme s'est produit. Alors, j'espère qu'ils n'ont pas souffert avant de mourir.
Le dirigeant de Taïwan, Ma Ying-jeou, a rencontré les familles des victimes pour leur transmettre ses condoléances, pendant que celle qui va lui succéder, Tsai Ing-wen, a prié à leur côté. Certaines des personnes venues se recueillir sont des survivants de la tragédie. Cette femme a été retirée des décombres avec ses 2 enfants, mais son mari n'a pas eu cette chance. Sur le site de la tragédie, les travaux se sont accélérés vendredi. Des grandes quantités de débris ont été retirés, ce qui a permis la découverte de plusieurs corps. Plusieurs corps se trouvaient ensevelis à l'endroit auquel nous avons eu accès aujourd'hui. Dans les jours précédents, nous n'étions pas capables d'y arriver parce que la structure s'est effondrée juste au-dessus de cette zone. Le nombre de morts confirmés a grimpé de façon dramatique vendredi, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de gens qui manquent à l'appel. L'espoir de retrouver des survivants a donc considérablement diminué. Ce triste constat pourrait bien obliger les autorités à annoncer samedi un nouveau bilan qui devrait porter le nombre de victimes de cette horrible catastrophe à près de 120 morts. Les secouristes continuent les recherches à Trainan. Les sociétés d'assurance locales, aux côtés des compagnies de télécommunications et d'organisations humanitaires, ont débuté les opérations d'urgence afin de venir en aide à ceux qui ont directement subi le tremblement de terre. Les opérations humanitaires et de secours se poursuivent. Les sociétés d'assurance locales ont mis en place un système d'aide d'urgence qui offre une aide aux familles déplacées par le séisme. Les fonds d'urgence couvrent les dégâts occasionnés aux maisons et les traitements médicaux d'urgence pour les clients. Si un client est blessé ou tué, nous dédommagerons leur famille. Après l'effondrement d'une partie de l'immeuble Weiguan, les compagnies de téléphone ont mis en place des centres provisoires d'opération. Il est important d'installer un système basique afin que les liaisons de télécommunications reprennent leur cours normal. Nous offrons de l'aide à tous ceux qui sont sur le site des opérations de secours. Nous mettons à leur disposition des dispositifs de communication, y compris des chargeurs de téléphones portables ou des téléphones provisoires. Des volontaires sont aussi présents sur le site des opérations. Ils aident les autorités à gérer le trafic, à approvisionner les habitants qui souffrent, mais aussi à garder le site propre. Notre centre provisoire offre repas et boissons chauds 24 heures sur 24. Nous proposons aussi des articles de toilette et autres. Nous offrons aussi nos services aux familles des victimes ainsi qu'au personnel médical et de secours. Les volontaires sont issus de milieux différents et comme les équipes de sauvetage, ils travaillent par équipe pour assurer que les centres des opérations restent ouverts au public 24 heures sur 24. Notre équipe a voyagé dans 11 pays du continent africain pour faire des reportages sur la coopération sino-africaine. Aujourd'hui, nous partons pour l'Éthiopie, qui est un pays d'agriculture traditionnelle, mais qui tente depuis quelques années d'attirer des investissements étrangers dans le secteur de la manufacture. L'un de ces investisseurs étrangers est le groupe chinois Huadian Group. Allons visiter leur usine dans la zone industrielle de l'Est de l'Éthiopie. Chaque jour, ces ouvriers peuvent produire 7500 paires de chaussures à la Cité internationale de la chaussure de Huadian en Éthiopie. Toutes ces chaussures pour femmes sont exportées vers les États-Unis et l'Europe sous des noms de marques comme Guess, Mark Fisher ou encore Nine West. Messeret Girma travaille au département couture depuis 2 ans et demi. Elle est satisfaite de son travail et elle dit qu'elle va bientôt être promue superviseur de département. Au fil des jours, j'ai changé de poste et de salaire. Tout peut changer avec le temps, je suis très heureuse. C'est pourquoi j'ai commencé à travailler pour Huadian. J'aime travailler pour Huadian. Huadian est l'un des plus grands fabricants de chaussures pour femmes du monde. Il emploie 4000 ouvriers en Éthiopie. Mais les nouveaux ouvriers sans expérience doivent recevoir une formation. Du premier poste jusqu'au poste de management, Huadian donne sa chance à tous de recevoir une formation et d'être promu. Une règle que Demis Degef a très bien comprise. En 2013, grâce à son travail, Demis a eu la chance de recevoir une formation pendant 1 an aux quartiers généraux de Huadian à Dongguan dans le sud de la Chine. De retour en Éthiopie, il est désormais superviseur d'usine, s'occupant de centaines d'ouvriers.
J'ai appris le chinois, le management et la culture d'entreprise de Huadian pendant ma formation. Le concept de temps est très important. Par exemple, si quelqu'un me demandait de venir à 14h30, je pouvais être en retard et arriver à 14h35. Mais après ma formation en Chine, j'ai changé ma conception des choses et si quelqu'un me demandait de venir à 13h, alors je viendrai à l'heure. En 2014, la Cité internationale de la chaussure de Huadian a exporté pour 18 millions de dollars de produits. Le président du groupe, Zhang Huazhong, dit que l'Éthiopie ne sert pas seulement à réduire les coûts du travail de 10 à 12%, mais il espère établir toute une chaîne de distribution dans les pays d'Afrique de l'Est et devenir un grand contributeur à l'économie du pays. L'une de nos plus grandes contributions est que nous avons employé plus de 4000 personnes sur place qui ont maintenant un emploi et un salaire. Nous fournissons aussi les petits déjeuners, déjeuners et dîners et des services bus gratuits. Il ne s'agit pas seulement d'efficacité du travail. Ce qui est le plus important, c'est changer l'idée fausse selon laquelle ce qui est manufacturé en Afrique n'est pas bon. Si vous avez une bonne culture d'entreprise, un bon système de formation et une attitude de partage envers les autres, vous pouvez construire une bonne entreprise en Afrique. Huadian est l'un des premiers investisseurs dans la zone industrielle de l'Est. Ses performances ont aidé à attirer d'autres investisseurs dans la zone. Établi en 2009, qui accueille maintenant 36 compagnies, la plupart étant chinoises, les autres étrangères. Toutes les entreprises présentes dans la zone bénéficient de politiques préférentielles dont l'exonération d'impôts pendant 2 ans et une fourniture d'électricité toujours stable. Les produits envoyés de n'importe quel port chinois arrivent ici pour être traités en Éthiopie. Nous avons aussi un système de déclaration en douane rapide. L'Éthiopie se concentre maintenant sur l'industrialisation en stimulant la manufacture. Le gouvernement fédéral a pour vision de faire de l'Éthiopie une société de moyenne aisance d'ici à 2025. Selon notre plan, nous donnons la priorité aux investissements directs étrangers de partout dans le monde, spécialement de Chine, que ce soit les produits en cuir, des textiles, du métal ou de la métallurgie. Nous faisons dans le business de l'environnement et dans l'investissement direct étranger durable. Le ministre dit que l'Éthiopie est le second pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria, ce qui veut dire une main-d'œuvre abondante, ce qui est un atout dans le secteur manufacturier. Et le pays construit maintenant différents parcs pour écourter les délais, dans l'espoir que plus d'investisseurs viendront de Chine ou d'autres pays aussi. La Chine est le premier investisseur dans la chaussure en Afrique et le groupe Huadian prévoit de faire de l'Éthiopie un hub global dans les 10 prochaines années. Le gouvernement éthiopien préfère élargir sa capacité de production et sa coopération avec la Chine en attirant plus de manufacturiers chinois dans les techniques, le soutien financier et l'expérience vont bénéficier au secteur manufacturier et aider le pays à décoller économiquement. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.